Il peut y avoir des exceptions, mais ils ne feront que confirmer la règle. Alors, la colonisation donc, a créé des États sans nation. Et les nations existantes sont restées sans État. Hein? On est parti d'États sans nation et on a produit des nations sans État. Et ces nations sans État ont le droit d'accéder à leur État aujourd'hui et personne ne pourra les en empêcher. Toute la violence du monde ne les arrêtera pas. Alors, il n'y a de possibilités pour les peuples, donc, pour évoluer et rester en vie, que de disposer de leur propre État. Avec l'expérience qui est la nôtre, nous savons aujourd'hui qu'un peuple sans État est condamné à subir l'État des autres. C'est-à-dire à être, même quand on est une majorité, Saddam Hussein par exemple, il était d'un peuple sunnite minoritaire, avec une majorité de chiites en Irak. Et c'était les sunnites qui écrasaient tout le monde. En fait, par la dictature, par les armes, on peut gouverner même quand on est issu d'une minorité. Mais par la force. Et quand on vient à la démocratie, un peuple qui est numériquement une minorité, s'il veut rester dans la démocratie, il sera éternellement discriminé. Parce qu'il n'a qu'un statut de minoritaire et en tant que tel, il doit se taire et subir. D'où la nécessité de trouver de nouvelles voies. Et je pense que, si vous voulez, le cheminement de la Kabylie a fait que nous aussi, les Kabyles étaient les champions du nationalisme algérien. Ce sont même ces bâtisseurs. Sans les Kabyles, sans le peuple kabyle, l'Algérie n'aurait jamais, l'indépendance de l'Algérie n'aurait jamais pu advenir. Et à l'indépendance, dès que l'indépendance était arrivée, la Kabylie avait pris les armes. Officiellement, juste pour que ce ne soit pas un pouvoir personnel, de Ben Bella notamment. Mais en réalité, ce mouvement qui devait être national, il n'était que kabyle. Pourquoi? Il n'avait trouvé de force pour combattre le régime qu'à l'intérieur de la Kabylie. Donc c'était un besoin de la Kabylie d'exprimer la nécessité d'une place à l'intérieur de l'Algérie indépendante. Malheureusement, ou on n'en avait pas conscience, ou on n'en avait pas le courage pour l'assumer à titre officiel. Ça a tourné au drame, et depuis, les Kabyles se retrouvent dans un imbroglio où ils vont rationaliser, parce qu'ils ont énormément d'intellectuels, rationaliser tout ce qui leur arrive et partir dans des chimères idéologiques
d'État-nation, de socialisme, d'universalisme et autres, juste pour trouver une justification à supporter l'insupportable, la colonisation de la Kabylie. L'inexistence d'une identité alors, à titre officiel, alors que dans les faits, elle est là. De toute façon, je touche un peu à la fin de mon résumé. Toujours est-il que ce livre annonce des bouleversements sur l'ensemble des territoires anciennement colonisés et dont les frontières décidées par la colonisation ont donné des États monstrueux. Ces États ne peuvent vivre que sous forme de dictature, parce qu'ils sont minés par des problèmes identitaires. Il n'y a que la dictature qui puisse imposer un ordre à ces peuples-là. Sinon, la compétition entre eux pour le pouvoir implique la violence quand on est une minorité ou la majorité numérique qui impose aux autres la langue, l'identité qui n'est pas la leur. C'est la genèse du problème kabyle qui est une genèse finalement d'un phénomène universel à l'ensemble des pays anciennement colonisés. Mais l'histoire a toujours ses retournements. Elle peut aller dans le sens de l'iniquité aussi longtemps qu'elle le voudra. Arrivera toujours un jour où cette voie s'arrête pour que le droit, la justice, la raison, la justesse des idées prévalent sur le tort et les malheurs qui étaient ceux de l'ordre ancien. Donc c'est en ce sens que j'ai personnellement rencontré des Congolais. Le Congo n'est pas une nation, c'est un monstre. Il y a, je ne sais pas, 60 peuples à l'intérieur. Et tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'un peuple, eh bien, il se battra pour son existence. Le titre, d'ailleurs, le siècle identitaire, il y a un chapitre qui est consacré à cela. C'est parti de la déclaration de Malraux, l'écrivain français qui était ministre de la Culture, qui a institué, qui a eu l'idée de créer les maisons des jeunes, les maisons de la culture en France, du temps de De Gaulle, qui avait dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, sera religieux ou ne sera pas. En analysant la situation, et peut-être un peu de manière superficielle, on peut croire que le 21e siècle est religieux, puisque la violence religieuse, particulièrement de l'islamisme, inonde, sature l'actualité. Mais, au sens où Malraux l'a dit, la spiritualité, la religion, sans élévation, sans amour de la vie, sans respect d'autrui, et non pas violence, et non pas barbarie. Et en grattant juste un tout petit peu, on voit que ceux qui motivent les individus, soit pour devenir violents, à la base, il y a une perte identitaire, ou bien c'est sur la base d'un dîner identitaire qu'eux-mêmes se projettent pour se battre pour leur identité. Donc, le siècle, le nouveau siècle, est identitaire. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, une chose est certaine, une identité niée se battra jusqu'à sa mort pour exister. Et en se battant, elle triomphe de la mort. Et donc, les peuples niés ne peuvent se fédérer aux autres que le jour
où ils seront reconnus et qu'ils peuvent discuter leur statut calmement, sereinement, en fonction de leurs propres intérêts, et non pas imposés d'en haut par une quelconque puissance. Donc, attendez-vous à ce que tous les pays anciennement colonisés se disloquent pour laisser place à de petits États qui, de toute façon, pour se viabiliser, sont obligés de se fédérer entre eux, mais sur la base de contrats où chacun trouve son compte. C'est la loi de l'humanité qu'une identité liée aspire et se bat pour la vie. Voilà. Fin de merci.